Mélissa, je suis libraire jeunesse pour la librairie Monet et aujourd'hui je vais vous présenter les incontournables pour le mois d'avril. Donc je vais vous présenter mon premier livre qui s'appelle Diego aime Julie, qui est un tout petit roman. Ce qui est intéressant avec ce livre-là, c'est que nous avons une histoire sur un premier béguin non réciproque. Donc on a Julie qui est une jeune fille de l'école primaire et elle entend entre les lignes que Diego est amoureux d'elle. Donc Diego ne l'a pas dit explicitement. Mais on va se rendre compte que la pression des pères, elle est quand même importante au niveau primaire. Donc, les gens se mettent à colporter toutes sortes de choses à son sujet, quand est-ce que tu vas nous donner ta réponse, quand est-ce que vous allez sortir ensemble, les amoureux, bon. Et Julie, en fait, dans un délai assez court, se retrouve vraiment avec beaucoup de pression sur les épaules et elle se pose quand même la question, est-ce que j'ai raté des signaux encourageants de la part de ce garçon-là et je m'en suis pas rendu compte? Donc, Julie va en parler à sa grande sœur. Et c'est avec elle, en fait, que les choses vont devenir claires et j'apprécie beaucoup que la grande sœur ait été vraiment très claire sur le sujet. Si tu ne penses pas que tu es amoureuse, c'est que tu ne l'es pas. Donc, ça a l'air banal, mais c'est quand même très important de dire que l'amour, c'est inconditionnel. Il n'y a pas de raison de sortir avec quelqu'un pour quelque chose comme le statut ou pour la célébrité que ça va causer. Ou bon, c'est pas supposé venir avec des conditions, c'est pas un contrat. Donc, la deuxième étape, c'est de dire à Diego qu'elle n'est pas intéressée. Et là aussi, c'est important ce que la grande sœur a dit, niaise-le pas. C'est quand même relativement courageux de la part d'un garçon d'aller se déclarer, peu importe la façon, mais ensuite en profiter pour se moquer de lui, c'est non. Donc, Julie va lui écrire, comble de malchance, en fait, la lettre va se retrouver entre les mains des étudiants. Notamment le professeur de sciences, il va la lire devant tout le monde, ça cause une certaine commotion, tout le monde trouve ça drôle, évidemment ce n'est pas pour les deux concernés. Et dans le fond, on se retrouve à une étape où les deux personnages vont se retrouver dans la salle de bain parce que, Diego a vomi sur ses chaussures, il était trop nerveux, pauvre petit chat. Et vient le temps de discuter, et se rendre compte qu'en fait, ils ont le même genre d'humour et ils s'entendent bien. Et ce qui est intéressant ici, c'est de dire, est-ce que c'est possible qu'on ait une relation avec un garçon et une fille qui soit platonique, qui soit purement amicale? On en parle encore très peu parce que dans la littérature jeunesse, on se rend compte que le couple, c'est aussi très important parce que dans la société, ce l'est. Et quand est-ce qu'on peut dire que l'amitié, c'est quelque chose de tout à fait recevable, même quand on n'est pas du même genre? Donc, c'est une fin en ouverture. On ne sait pas exactement ce qu'ils vont peut-être éventuellement donner vraiment chum et blonde, peut-être. Ils vont peut-être devenir amis, plus probable. Mais j'aime beaucoup la discussion qu'il y a autour du sujet, autour de la pression sociale, autour du fait que le couple est très important. On peut s'interroger sur cette importance-là d'ailleurs, parce que c'est pas la seule relation interpersonnelle qu'on a avec les autres. Donc, plein de beaux petits sujets qui rappellent d'ailleurs le roman que je vous avais présenté l'année passée qui s'appelait Kellan et les papillons du cœur. Donc, je vous invite à faire le parallèle entre les deux. Ça peut être vraiment très bien. Formule très, très courte, on le voit. C'est vraiment minuscule. Aux éditions Rouergue. Le second livre, c'est Le naufragé du Royal Mansion, qui se déroule ici à Montréal un siècle plus tôt. Donc, on est au Vieux-Port, on est avec Télesphore, son prénom. Et Télesphore, dans le fond, on comprend que c'est un policier à la retraite qui a travaillé pour la police de Montréal. Donc, on est encore un peu dans la colonie, si on veut. Et il reçoit une lettre d'urgence de la part d'un de ses amis de longue date, qui est un Écossais, qui a été arrêté pour des motifs un peu particuliers. Donc, il s'est trouvé, en fait, le personnage écossais a trouvé une caisse dans laquelle il y avait des documents. Et plutôt que de le garder pour lui, il a préféré aller le remettre à la police, aux instances policières locales. Et malheureusement pour lui, c'était un rival qui a voulu prendre sa revanche, donc il l'a accusé, il l'a diffamé d'avoir gardé pour lui les pierres précieuses contenues dans le coffre. Et il n'y en avait pas. Donc, il va écrire à son ami Télésphore qui est à Montréal pour enquêter sur qu'est-ce qu'il y a dans le coffre et trouver le propriétaire pour que ce propriétaire-là puisse ensuite dire non, il n'y avait pas de pierres précieuses dans ce coffre-là, c'était des documents, voici la vérité. Donc, c'est une petite enquête. C'est très intéressant parce que dans le roman, vous allez avoir carrément les pièces à conviction. Donc, vous allez voir toutes sortes de documents, coupures de journal, lettres manuscrites, listes, photos, map-monde.
de personnages qui ont réellement existé, qui plus est. Donc, on a Charles Darwin, notamment. On a également un aquarelliste qui était réputé pour faire des aquarelles sur les différents nouveaux mondes pour le compte de la couronne anglaise. Donc, et tous ces éléments-là mis ensemble devraient nous mener vers la trame qu'on cherche, c'est-à-dire l'histoire du propriétaire du coffret. Ce qui était particulier, c'est que le personnage, tout du long, nous explique qu'il vit dans sa maison avec Dorine, sa conjointe, mais pourtant, on n'a pas l'impression qu'ils s'entendent très bien, ces deux-là. Ils nous parlent aussi souvent du propriétaire du Royal Mansion en question, qui est un abruti, un médecin qui a fait exploser le souterrain de la maison pour creuser un tunnel. Il nous parle aussi d'un, oh mon Dieu, c'était son âne, Mathurin, il se remet pas de la perte de son âne. Et on arrive vers la fin, on se rend compte qu'en fait, toute cette histoire-là, elle n'est pas réelle. Elle est dans l'esprit du personnage. Télésphore, il n'est pas à la retraite. C'est un jeune homme de 17 ans. Il n'est pas policier. Il est interné dans un asile. Et on se rend compte qu'en fait, au début, quand on nous parlait du jeune garçon qui pleurait la mort de son père dans le Royal Mansion, en fait, c'est lui. Pratiquement 7 ans plus tard. Et lui, il ne se remet pas du choc d'avoir vu son père mourir. Et le fameux Mathurin, qui est l'âne, en fait, c'était son co-chambreur, et lui aussi, il est décédé. Donc, on se rend compte que c'est quelqu'un de relativement brillant, qui a élaboré tout un scénario dans son esprit pour survivre aux différents deuils qui l'ont affecté. Et tout ça a quand même une grande cohérence, et on se rend compte que Dorine, en fait, c'est son infirmière. Le fameux médecin un peu niaiseux, c'est un des psychiatres. Tous les personnages, c'est pour ça qu'on sentait le décalage au cours de l'histoire de Coudon, c'est un peu particulier. Et oui, parce que c'est pas réel, en fait. Fait que c'est vraiment bien bâti. Je m'attendais pas à ce qu'on tombe dans quelque chose qui relève de la santé mentale. Ça avait beaucoup plus l'air d'une enquête et qui allait même se résoudre. Mais non, finalement, c'est pas ça du tout. Noah Paldroit, de la même autrice qui nous a donné Rose Lyon. Donc, je suis vraiment contente d'avoir pu le lire en service de presse. Donc, c'était chouette. Une autre super belle histoire, super pertinente. Donc, Noah, un jeune garçon d'à peu près 10-11 ans, reçoit en visite son oncle et dans les sacs que l'oncle amène, c'est des jouets pour sa future petite sœur. Mais dans les jouets en question, il y avait une poupée qui s'appelle Aventurine, qui est un jouet incroyable, c'est une super héroïne. Et malheureusement pour Noah, disons que son oncle a déjà dit que c'était des jouets pour filles. Donc, lui ne peut pas jouer avec ces jouets-là. Et les jouets vont aller au grenier en attendant que la jeune fille, le bébé à naître, puisse jouer avec. Là où ça devient un peu problématique, c'est que Noah va se mettre à dire aux autres enfants qu'ils ne peuvent pas faire telle ou telle chose sous prétexte que ce sont des choses soit de filles, soit de garçons. Donc, on est vraiment dans la question des stéréotypes de genre. Et en fait, juste pour faire du point sur le thème, historiquement, c'est vraiment du marketing, l'histoire du genre. Ça a été créé dans les années 50 en particulier, l'idée qu'il y avait des jouets pour filles et des jouets pour garçons, parce que c'est rentable d'avoir les deux. Mais en réalité, on s'en doute bien, les jouets n'ont pas de genre. Ce sont des associations basées sur des constructions sociales. Donc Noah va aller voir ses différents amis et leur dire « Ben, t'as pas le droit de faire ça. » Parce que dans le fond, ce qu'il dit pas, c'est « Ben, j'ai pas le droit de jouer avec Aventurine. » Donc pourquoi les autres auraient le droit d'avoir ces particularités-là? Donc on a notamment son meilleur ami qui met du vernis arc-en-ciel sur ses ongles. Donc t'as pas le droit. C'est un truc de fille. On a une jeune fille dans sa classe qui est une championne de soccer. Donc, t'as pas le droit. Dans le fond, tu dois être un garçon camouflé, une fille camouflée dans un garçon pour pouvoir jouer. Non, c'est le contraire, en fait. Un garçon... Oui, c'est ça. T'es un garçon camouflé en fille, et là, tu te fais passer pour quelqu'un qui est excellent au soccer, mais en réalité, tu nous caches ton jeu, t'es probablement un garçon, les filles peuvent pas être bonnes au soccer. Donc, c'est confrontant. On s'en doute bien, et tout le long, les gens se disent, ben voyons, ça n'a pas de sens ce que tu dis. Et heureusement, son professeur va le prendre à part et lui dire, bon, là, on a des choses à se raconter, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai aimé cet échange-là, c'est vraiment très constructif. Et d'ailleurs, on peut souligner, son professeur, c'est un homme. Il va même lui dire, ben, tu sais, moi, je fais du ballet contemporain, c'est ma passion. Donc, c'est intéressant d'aller jouer sur ces stéréotypes-là qui sont encore, malheureusement, encore tenaces. Et qui pourtant sont basés sur strictement rien de scientifique, c'est purement construit, c'est purement social. Et ultimement, notre Noah va même réaliser qu'il y a déjà des éléments dits féminins, notamment ses cheveux longs.
Donc, à un moment donné, on peut pas tout couper non plus. Donc, il va prendre conscience de ça et il va pouvoir amener éventuellement Aventurine, il va pouvoir en parler à son père et son père aussi de dire, ben voyons Noah, c'est pas parce que ton oncle le dit que c'est forcément vrai. Donc, c'est intéressant ici d'amener la logique de l'adulte. Les enfants nous écoutent, donc c'est important qu'on fasse attention parfois à ce qu'on va dire et à la manière qu'on va le tourner parce que ça peut être interprété au premier degré par nos plus jeunes. Donc, un beau petit livre, encore une fois, à aller voir. Et mon dernier, c'est les nouveaux petits mystères à l'école. Donc, pour ceux qui connaissent déjà la série, c'est le 4e, c'est le 2e pour le 2e cycle. Bon, la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que c'est pas proprement parler un 2e tome, c'est tout simplement un 2e membre de la collection. Donc, comme le 3e tome, le 3e membre de la collection, on a une police particulière qui a été grossie et qui a été élaborée spécialement pour s'adapter aux différents troubles dysorthographiques dyslexiques. Comme le 3e, comme le 1er et le 2e, on se retrouve avec des nouvelles de toutes sortes de genres qui ont en commun de se tenir dans une école. Donc, on a des livres des histoires qui sont un petit peu plus épouvantes, il y en a qui sont plus dans le registre de l'humour, il y en a qui sont même dans le registre de la magie. Et le premier, c'est un de mes coups de cœur dans les différentes histoires, c'est carrément une école qui est tenue par des enfants de niveau primaire et eux, ils enseignent à des adultes, des aînés pour être plus précise, et ces aînés-là prennent des cours pour devenir les meilleurs grands-parents au monde. Fait que c'est vraiment formidable de repenser l'école, ça serait vraiment même des beaux projets à faire dans la vraie vie, de concilier jeune génération avec la plus vieille pour qu'ils puissent avoir discussion. Bref, j'ai un coup de cœur pour cette histoire-là. Donc, c'est vraiment un beau livre à mettre entre les mains, soit de nos lecteurs qui sont déjà très polyvalents, ou au contraire, nos lecteurs qui sont peut-être un peu plus ambivalents, ils ne savent pas. Donc, aller voir les différents genres et aussi pouvoir avoir la liberté de sauter d'une histoire à l'autre selon ce qu'ils ont envie de faire. Donc, j'aime beaucoup qu'on ait commencé à avoir des recueils de nouvelles de cette structure-là. Et d'ailleurs, c'est un livre qui est québécois, donc vous encouragez du même coup nos auteurs d'ici qui ont fait un très, très beau travail. Donc, ça conclut pour moi pour les romans incontournables pour le mois d'avril 2023. Donc, je vous invite à nous suivre le mois prochain et on va se retrouver pour les capsules du mois de mai. Une bonne journée à vous. Bonjour, je m'appelle Jacinthe et je vous présente aujourd'hui nos incontournables en fiction pour le primaire, la partie des albums. Alors, j'ai ici « Où sont partis les cheveux de papy ?» C'est un album qui a été publié aux éditions Fonfon, écrit par Martina Djogo et illustré par Agathe Brébourret. Alors, c'est une vraiment belle histoire, touchante mais drôle. Donc, où sont partis les cheveux de papy? C'est l'histoire de tous les cheveux qui ont quitté la tête du grand-papa du petit garçon, qui est ici notre personnage qui s'adresse à nous. Alors, à chaque étape de sa vie, le papy a perdu des cheveux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu ses premiers cheveux quand il a rencontré sa femme. Il a perdu des cheveux quand il s'est marié. Il a perdu des cheveux quand il y a eu la guerre. Et donc, tranquillement, on voit les petits cheveux quitter sa tête et on le voit, lui, quitter son pays, donc la Bosnie, pendant la guerre pour venir ici, au Québec. Donc, c'est vraiment beau. Les illustrations sont vraiment chouettes. Je l'ai dit vraiment beaucoup, hein, le mot vraiment, pas grave, je l'assume. Donc, il est vraiment mignon. Et à chaque fois que des cheveux quittent la tête du papy, bien, on a les petits cheveux dans l'image. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, le parallèle entre l'immigration, déserter son pays, mais déserter une tête aussi. Donc, vraiment à voir. Je poursuis avec Petit museau parmi les mots. C'est une nouveauté publiée chez Deux. C'est Gilles Thibault qui l'a écrit. Les illustrations sont de Sophie. Et c'est l'histoire de Monsieur la Liberté, un gardien de nuit dans une bibliothèque, qui fait la rencontre un peu inattendue d'un petit chien un jour en se rendant au travail. Puis il lui dit, ben, je peux pas te garder avec moi, les chiens sont interdits à la bibliothèque. Puis une fois rendu à la bibliothèque, il se rend compte que le petit chien l'a suivi. Et puis finalement, ben, il va se prendre d'affection pour lui et il y a un beau lien d'amitié qui va se créer vraiment entre le vieil homme et le chien. Et puis,
Le chien va se promener dans la bibliothèque et puis va être vraiment curieux, va vouloir découvrir des histoires et un jour va demander au vieil homme de lui raconter des histoires parce qu'il lui montre les livres qu'il voit et éventuellement le gardien, tout ému, va lui avouer qu'il ne sait pas lire. C'est vraiment beau, vraiment touchant. Les illustrations sont belles, sont douces et c'est vraiment un livre qui donne envie de lire. C'est plein d'empathie, plein de respect aussi pour les gens qui ne savent pas lire. Donc, vraiment, très, très beau livre. Je poursuis avec Heureusement que j'étais là. C'est une petite pépite publiée chez les 400 coups. C'est Olivier Dupin et Richard Écrapou. Nom d'artiste, évidemment, Richard Écrapou. Donc, on a une petite fille qui arrive à la maison et qui raconte à sa maman sa journée. Donc, on va avoir l'histoire vraiment en deux temps. La jeune fille qui parle à sa mère pendant que sa mère jardine, pendant qu'elle prépare le repas, pendant qu'elle range la cuisine, pendant qu'elle tricote. Donc, la petite fille raconte une très longue histoire. Et ensuite, de temps en temps, c'est entrecoupé avec l'histoire que la petite fille raconte. Alors, la petite fille va arriver à la maison, saluer sa mère et lui dire « J'ai eu toute une journée aujourd'hui, heureusement que j'étais là. » Heureusement qu'elle était là parce que elle s'est rendue compte que la vieille voisine était malade, la vieille voisine qui s'appelle Madame Perrault. Et vous allez voir qu'il y a une raison pour ça dans la suite de l'histoire. Madame Perrault est malade, elle la met au lit, lui demande qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour elle. Madame Perrault va lui dire va avertir ma fille qui habite tout loin, tout près d'ici, lui dire que je suis malade. Alors, on a la petite fille qui va aller dire à la fille de Mme Perrault que sa mère est malade et elle va devoir accompagner la petite fille de Mme Perrault qui va lui apporter un panier avec des provisions. Là, vous voyez tranquillement où l'histoire s'en va. Donc, on a la petite fille qui raconte à sa maman et juste à côté ce qui s'est passé. Et la petite fille va dire à la toute petite dans un capuchon rouge qu'elle prend un mauvais chemin. Donc, si elle veut se rendre plus rapidement chez sa grand-mère, mais qu'il faut qu'elle passe par la forêt. En l'envoyant vers la forêt, elle va rencontrer un loup. Le loup est essoufflé. Nous, on sait pourquoi, mais la jeune fille ne le sait pas trop. Donc, le loup lui fait croire que c'est un médecin et qu'il est à la recherche d'une malade. Donc, évidemment, elle va l'envoyer directement chez Mme Perrault. Et bon, ça dure un petit bout de temps, cette histoire-là. Et la maman de la jeune fille, qui, elle, n'est pas trop préoccupée, elle fait juste écouter d'une oreille parce qu'elle est distraite par ses tâches. Et la petite fille qui se trouve donc serviable, altruiste, aidante, intelligente même. Heureusement que j'étais là parce que à chaque personnage qu'elle a croisé, elle est intervenue, puis dans sa tête à elle, elle donne un coup de main. Et puis à la fin, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. C'est un bûcheron. Et je ne vous dis pas ce qui se passe parce que c'est trop bon. Donc, heureusement que j'étais là. Vous devrez le lire pour avoir la suite. Je poursuis avec Les aventures d'Alphonse Lapin. C'est le dernier de la maison d'édition 2. Un album sans texte. Il fait plus de 120 pages. Il est magnifique. C'est Jean-Claude Alten. Donc, on a un petit lapin qui s'en va en voyage un peu partout autour du globe. Il n'y a rien d'écrit, à part peut-être des noms de rues ou des noms de restaurants, des trucs comme ça, mais on découvre vraiment plein d'endroits à travers les yeux du petit lapin. Il y en a qu'on connaît, que les enfants connaissent aussi, mais il y en a qu'on connaît moins. Et le petit Alphonse Lapin va vraiment se promener partout. C'est vraiment un album fantastique. On voyage avec lui. Les illustrations sont tellement belles. C'est vraiment une œuvre d'art en soi. Et à la fin, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a un petit chapitre avec les illustrations et comme vous voyez, il y a vraiment beaucoup de pages ce livre.
Et ça nous dit c'était où. Donc, les illustrations des lieux touristiques peut-être un peu plus connus, là, c'est indiqué à la fin du livre. Donc, les enfants vont pouvoir avoir des repères. Vraiment, ça vaut le coup. Je poursuis avec un autre Québécois. Je t'écris de mon livre de Maude Neveu-Villeneuve, les illustrations d'Agathe Bré-Bourret. Donc, la même illustratrice que pour Où sont partis les cheveux de papy. C'est une illustratrice que j'aime vraiment beaucoup. Maude Neveu-Villeneuve écrit merveilleusement bien. Elle écrit pour les tout-petits, mais elle écrit aussi pour les adultes. Et c'est vraiment quelqu'un qui a une super belle plume. Je t'écris de mon lit. C'est les correspondances entre un petit garçon qui est à l'hôpital, qui a un cancer, et une élève qui est dans sa classe, une amie qui l'aime beaucoup. Et on va avoir des échanges entre eux. C'est vraiment des petits moments du quotidien qui sont croqués sur le vif. C'est vraiment, c'est très beau, c'est touchant. Et on s'adresse aux enfants, hein, puis pour les enfants, il faut toujours avoir quand même un peu d'espoir. Donc, évidemment, l'histoire finit bien. C'est vraiment un beau livre. Les lettres du petit garçon sont belles. Il explique vraiment c'est quoi sa réalité à l'hôpital, les traitements, la fatigue. Et il y a plein de détails dans les illustrations qui nous permettent de voir un peu ce que le petit garçon vit. Puis de son côté, on a Zia, son amie, qui lui écrit aussi des lettres, puis qui lui parle tout simplement de la vie à l'école. Donc, c'est vraiment, vraiment super beau. Donc, un bel album au casson coup. Je termine avec un livre franchement étrange et c'est pour ça que c'est un incontournable, Les Pins. C'est publié aux éditions Cambourakis et c'est particulièrement étrange comme livre. C'est, ça dit derrière, attention, frisson garanti, et je pense que c'est vraiment la bonne façon d'avertir les gens. Donc, Les Pins, c'est l'histoire d'une petite famille qui trouve un jour une maison en ruine. Elle est entourée de grands pins. Et elle se dit, mais les parents se disent, on va abattre les arbres pour pouvoir un petit peu reniper, je sais pas si c'est un mot qui se dit, mais je vais le dire quand même, la cabane, puis en faire vraiment une maison familiale pour tout le monde. Donc, la prémisse est quand même assez normale, je dirais. Les pins sont par contre difficiles à abattre. Donc, il y a comme une résistance de la part des arbres, mais ils finissent par être capables vraiment de les abattre et d'utiliser le bois pour la maison. Et là, c'est à ce moment-là que ça devient vraiment étrange. Il se met à y avoir plein de bruit dans la maison et le bois de la maison se met à saigner quand ils installent un cadre dessus. Donc, tout de suite, ça devient un peu plus étrange. On ne nous explique pas grand-chose, mais les gens vont finir par tomber malades et ils se mettent à avoir de l'écorce sur les pieds. Et quand je dis que c'est vraiment spécial comme livre, c'est vraiment spécial comme livre. Donc, tout le monde dans la famille commence à avoir soif, mais soif par les pieds. Donc, ils vont se mettre à marcher dans des chaudières d'eau. Ils n'ont plus envie de s'alimenter, ils n'ont plus envie de boire. Vraiment, c'est que par les pieds. Et puis, ils vont se mettre même à aller jusqu'au lac pour pouvoir s'hydrater. C'est un livre tellement difficile à expliquer, mais un jour, vraiment, ils n'arrêtent pas de se transformer comme des arbres. Et la maman, un jour, va prendre la décision de creuser un trou dans la terre et ils vont aller s'y planter, s'enraciner. Et ça va rester comme ça, la maison va devenir à l'abandon. Et puis, après plusieurs années, une petite famille arrive et découvre une maison abandonnée et 4 grands pins. C'est vraiment spécial comme histoire. Des pépites comme ça s'explique difficilement. Il y a quelque chose dans l'atmosphère, c'est sombre, mais il y a quelque chose de poétique là-dedans. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'on peut en tirer,
Mais ça fait partie des livres, je pense, qui viennent bouleverser quelque chose chez nous sans qu'on soit nécessairement capable de mettre le doigt dessus. Donc vraiment, je vous recommande de le lire, à tout le moins de le lire, puis ensuite peut-être de voir si ça se propose à vos élèves, mais on le place vraiment en dernier cycle du primaire. Donc, Les Pins chez Cambourakis. C'était la présentation des albums pour le primaire et on se retrouve pour le prochain mois, au mois de mai. Merci!